Depuis fort longtemps, à travers les épisodes, je mentionne Alfred Wegener par ici, Alfred Wegener par là. Aussi, il est temps que l'on en parle vraiment d'Alfred Wegener, ou Wegener, c'est comme vous voulez. Il est donc l'homme à l'origine de la théorie de la dérive des continents, celui qui donna son nom au supercontinent Pangée, et qui pourtant ne connut point la gloire. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons rendre hommage à Alfred Wegener, car le pauvre homme, cet opiniâtre chercheur, cet inlassable scientifique pluridisciplinaire, véritable multitâche des sciences, digne descendant des savants d'autrefois, a dû faire face à bon nombre de revers et d'humiliations, face à une communauté scientifique pour le moins conservatrice, et de ce fait pas très ouverte aux nouvelles idées. Bref, j'avais envie de vous parler d'Alfred Wegener, car si aujourd'hui son nom est indissociable de la géologie, sa vie, voyez-vous, bien que palpitante, en termes de notoriété ou de reconnaissance, eh bien, ce fut la loose totale. Alfred Wegener, né Alfred Lothar Wegener, voit le jour à Berlin le 1er novembre de 1880. C'est le dernier rejeton d'une fratrie de 5 enfants, engendrés par un pasteur protestant et directeur d'orphelinat. Scolarisé à Berlin durant son enfance, en 1900, alors âgé de 20 ans, avec son frère Kurt, il entre à l'université de Berlin pour y étudier l'astronomie. Et de par la suite, il étudie d'autres matières comme la physique ou encore la météorologie dans d'autres universités. Cependant, c'est en astronomie que le jeune Alfred se voit diplômé. Au cours de ses études d'astronomie, il travaille comme assistant à l'observatoire Urania à Berlin, mais ce travail l'ennuie. Le jeune garçon est d'un naturel curieux, tout l'intéresse, et rester enfermé dans un bureau, ce n'est pas son truc. Il a envie de bouger, d'explorer, l'appel de la nature pourrait-on dire. Il dit lui-même de cette discipline qu'elle ne fournit aucune activité physique. Aussi, en 1905, il intègre l'observatoire météorologique de Lindenberg, à Biskov, où il se découvre une véritable passion pour la discipline. Il rejoint donc son frère, lui-même météorologue, et du 5 au 7 avril 1906, il entreprend un vol de 52 heures en ballon dirigeable à travers le pays, à des fins d'observation météorologique, ce qui leur vaudra le record du monde de durée de vol en ballon. La même année, l'intrépide Alfred s'embarque pour 2 ans au sein d'une expédition danoise sur la côte nord-ouest du Groenland. Il y construit sa première station d'observation météorologique, installe divers appareils de mesure et étudie le climat arctique, les masses d'air polaire. Précisons tout de même qu'à cette époque, on était loin, mais alors très loin, d'avoir les vêtements d'aujourd'hui pour affronter la rigueur du climat arctique. Point de tissu résistant, de polyuréthane, polyester et j'en passe. Bref, pas de décathlon ni de Gosport. À l'ancienne, chaussettes en coton et peau de bête. Toujours est-il que 2 ans plus tard, en 1908, de retour en Allemagne, Alfred passe son doctorat en astronomie à l'université de Marbourg et en devient ainsi le premier météorologue. Durant cette période, en 1909, fort de ses études menées en Arctique, il s'emploie à dispenser des cours et à écrire un livre sur la thermodynamique de l'atmosphère. Un an passe, nous sommes en 1910 lorsqu'il écrit, je cite, « En examinant la carte géographique des 2 hémisphères, j'ai eu l'impression immédiate de la cohérence de l'Atlantique. » C'est ainsi que germe en lui cette idée alors saugrenue que les continents furent jadis réunis à un seul et unique supercontinent. Puis plus tard, à l'automne 1911, il tombe sur un ancien rapport traitant de la connexion continentale entre le Brésil et l'Afrique, rédigé par un certain Édouard Suez. Il dit « J'ai appris des résultats paléontologiques qui me sont inconnus jusque-là. Cela m'a incité à examiner les données acquises dans le cadre de la géologie et de la paléontologie se référant à cette question. Maintenant, les observations ont été si remarquables que prend en moi racine de la conviction cruciale pour l'exactitude de cette idée. » En effet, le registre fossile de cette époque démontrait que d'une part et d'autre de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, on retrouvait les mêmes fossiles, animaux et végétaux. De plus, le matériel géologique correspondait en tout point. Aussi, en janvier 1912, pour la première fois, il expose son idée sur la dérive des continents.
il donne 2 conférences ayant pour titre la formation des accidents principaux de la course terrestre, continents et océans, et ses fondements géophysiques. Et la deuxième, les translations horizontales des continents. La même année, il publie 2 brefs articles de quelques pages. Et là-dessus, au mois de juin, il repart au Groenland pour sa deuxième expédition, pour effectuer des recherches en glaciologie et en climatologie. Il ne revient que l'année suivante, en 1913, année où il se marie avec une certaine Else Köppen, qui est la fille d'un de ses vieux amis, le météorologue Vladimir Köppen, un ami avec lequel il continuera à travailler toute sa vie. Malheureusement, peu de temps après, à quelques milliers de kilomètres de là, dans la ville de Sarajevo, dans l'actuelle Bosnie-Herzégovine, un nationaliste serbe, bien énervé, assassine l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche. Vous l'aurez compris, c'est la Première Guerre mondiale qui éclate. Et voilà notre bon Alfred mobilisé dans un régiment de grenadiers. Inutile de dire qu'étant de nationalité allemande, il se retrouve, si je puis dire, du mauvais côté de la barrière. Conclusion, voilà notre Alfred qui s'en va envahir la Belgique. Heureusement, dès les premiers stades de la guerre, notre ami est blessé à 2 reprises et se retrouve réformé pour blessure de guerre. Le voilà donc au service météorologique de l'armée, et ce, jusqu'à la fin de la guerre. Durant ce laps de temps, en 1915, il publie Die Erstemmung der Kontinent und Ozean. Ouais, mon allemand, c'est pas vraiment ça. Donc en français, ça donne l'origine des continents et des océans. Son œuvre majeure. La guerre étant finie, notre protagoniste est nommé météorologue à l'Observatoire maritime de Hambourg. Puis en 1924, il devient professeur de météorologie et géophysique en Autriche, à l'université de Graz. 1924 qui est aussi l'année où son œuvre est traduite, et donc le moment à partir duquel il sera véritablement connu. Ce qui nous amène à 1929. Notre Alfred Wegener s'ennuie à mourir. La vie pépère, c'est bien, mais l'aventure, c'est mieux. Et le voilà reparti au Groenland pour une 3e expédition. Une expédition de reconnaissance, pourrait-on dire, car c'est l'année suivante, en 1930, et alors âgé de 50 ans, qu'il entreprend son expédition principale. Une expédition qui, comme le raconte le célèbre astrophysicien Neil deGrasse Tyson, dans la non moins célèbre série Cosmos, se termine tragiquement. Lors d'un voyage dans l'Arctique, il apprit qu'un groupe de collègues était piégé sur la banquise sans nourriture. Au retour de sa mission de ravitaillement, il se perdit dans le blizzard. Il disparut 1 ou 2 jours après son 50e anniversaire, sans savoir que le temps lui donnerait raison et qu'il serait finalement considéré comme l'un des plus grands géologues de l'histoire. 1 an plus tard, son corps sera découvert et inhumé sur place. Voilà donc une petite bio du regretté Wegener. Voyons maintenant ce qu'il en est de sa théorie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Wegener n'est pas le premier à constater que la forme des continents est, comme qui dirait, compatible, morphologiquement parlant. En effet, dès 1570, le cartographe hollandais Abraham Ortelius invente le premier atlas moderne, le dénommé Theatrum Orbis Terrarum, le théâtre du monde, un ouvrage composé de 53 cartes représentant le monde. C'est en y regardant de plus près, notamment sur la carte intitulée Typus Orbis Terrarum, que l'évidence lui saute aux yeux. L'Amérique du Sud s'emboîte dans l'Afrique aussi bien que papa dans maman. Mais bien qu'il fût le premier à prendre conscience de ce fait, depuis fort longtemps, les hommes se posaient des questions à propos de notre sol, de notre planète. À l'image de Thalès, Anaximandre, Pythagore, puis Platon et bien entendu l'incontournable Aristote. Bien des philosophes et savants en tout genre se sont interrogés sur la nature de la composition de la Terre. Feu intérieur, gigantesque sphère aqueuse, vaste cavité, etc. Aristote, qui comme chacun le sait, se trompait rarement, voyait la Terre exclusivement formée de l'élément terre, entourée d'eau, d'air et bien entendu de feu. Au-delà s'étendaient les astres et l'éternité. Quant à l'intérieur, il imaginait des immenses cavités où soufflait un vent terrible, provoquant les tremblements de terre. Bref, Aristote quoi. Bien plus tard, dans les années 1300 et des brouettes, un certain Buridan explique que la Terre et l'eau forment 2 sphères de centres distincts. La Terre domine donc la mer sur un seul quartier et est entièrement recouverte par les autres. Sur ces entrefaites, arrivent les grands explorateurs maritimes, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Amerigo Vespucci, Magellan,
et son hypothèse pour le moins hasardeuse tombe dans les oubliettes de l'histoire. Puis arrive un philosophe français, un dénommé René Descartes, qui raconte à qui veut bien l'entendre « Je pense donc je suis ». Alors lui, il a oublié d'être idiot. Vu comme ça s'est passé pour son pote Galilée, il s'abstiendra de publier son traité du monde et de la lumière, défendant la thèse de l'héliocentrisme. Et oui, en ces temps jadis, on ne plaisantait pas avec l'Église. Néanmoins, concernant la planète par elle-même, selon lui, la Terre est un ancien soleil qui a évolué d'une façon particulière, avec en son centre un noyau solaire recouvert d'une couche compacte de la même matière que les taches solaires. Ensuite vient une couche de terre dense, une couche d'eau, une couche d'air, une nouvelle couche de terre plus légère qui se maintient au-dessus du vide comme une voûte, et pour terminer, une nouvelle couche d'air. La Terre est donc creuse et instable. Elle se fendille, séchée par le soleil, et par endroits, elle s'écroule dans les couches internes, expulsant l'eau qui forme les océans. Quant aux montagnes, elles se forment dans d'immenses catastrophes. Une imagination débordante se Descartes. D'autres hypothèses, tout aussi farfelues les unes que les autres, verront le jour dans les années qui suivent. Comme par exemple, la Terre est une ancienne comète, un dénommé Wheatstone. En parlant de comète, même le célèbre Edmond Halley ira lui-même de sa petite hypothèse. Il parle d'une Terre creuse avec en son centre un noyau aimanté en rotation. Il proposera ensuite une autre version où le fameux noyau tourne à des vitesses différentielles, entouré au-dessus de 3 arches tenant un équilibre grâce à la force magnétique. Encore un autre, un dénommé Gautier, compare à la Terre à un ballon plein d'air. Même le fils de Charles Darwin émet une hypothèse. Il dit qu'il y a 250 millions d'années, la Lune s'est arrachée à la Terre, créant ainsi l'océan Pacifique. Ouais, je ne vous cache pas qu'il y en a eu d'autres. Mais bon, passons. Quoique je ne vous ai même pas parlé des hypothèses liées au grand déluge biblique. Mais bon, pour ça, on va s'abstenir. Bon, on va s'arrêter là pour les hypothèses farfelues. Mais bien que cela puisse nous faire sourire aujourd'hui, n'oublions pas qu'en ces temps anciens, nous n'avions aucune idée de la composition de la planète, de quoi était fait son intérieur. Et malgré les stupidités avancées, il nous faut tout de même saluer l'imagination fertile dont étaient capables ces éminents personnages, sachant pertinemment qu'il ne fallait surtout pas contrarier la Sainte Église. Souvenez-vous de Giordano Bruno. Bien, avançons d'un poil. En 1858, un géographe français nommé Antonio Snyder Pellegrini publie La création et ses mystères dévoilés. Dans son ouvrage, il explique qu'à l'origine, tous les continents étaient réunis d'un seul et même côté du globe. Selon lui, l'Afrique et les Amériques étaient jointes. Il parle d'écartement et mentionne les assemblages de fossiles communs du Carbonifère entre les côtes irlandaises et américaines. Ça commence à être un peu moins farfelu comme hypothèse. À ce moment de l'histoire, la théorie en vigueur est celle de la contraction thermique de la Terre, amenée par le géologue autrichien Eduard Suess. Ce dernier nous dit que la Terre est formée d'une croûte terrestre solide et homogène, mais une croûte terrestre animée de mouvements verticaux et horizontaux aléatoires, qui sont dus à la contraction thermique de la Terre. Par ailleurs, étant convaincu que dans un lointain passé, les continents étaient réunis, pour preuve la découverte des fossiles identiques sur les différents continents, les mouvements verticaux conduisent donc à la formation des chaînes de montagnes ou à l'effondrement d'une partie des terres émergées, donnant ainsi naissance aux océans. Mais ce n'est pas tout. Suite à la découverte des fossiles en question, il était persuadé que les continents du Sud étaient connectés par des ponts continentaux à un seul continent. Un seul continent à qui il donnera le nom de Gondwana. En fait, à la base, il l'avait nommé Gondwanaland. Par ailleurs, c'est aussi lui qui parvient à la conclusion que les Alpes du Nord proviennent du fond d'un océan dont la Méditerranée est un reste. Un océan qu'il nommera Thétis. C'est bien, vous suivez. C'était en 1893. Mais là où il s'était planté, c'est qu'en lieu et place d'une dérive des continents, il imaginait que c'était les océans qui avaient submergé une partie du Gondwana lors de l'effondrement des ponts continentaux, laissant ainsi émerger les continents tels que nous les connaissons. Mais dans l'ensemble, c'est du tout bon.
La théorie explique de façon rationnelle les découvertes géologiques et paléontologiques. Et les ponts continentaux en question répondent parfaitement au mystère des fossiles, des terres autrefois émergées par où la faune et la flore avaient pu migrer. C'est QFD. Voilà donc où nous en sommes au début du XXe siècle. Une croûte terrestre qui s'effondre par endroits, donnant naissance aux océans. Les ponts continentaux qui réunissaient autrefois les continents entre eux se sont effondrés, disparus, engloutis par les eaux. Ça fonctionne bien, la théorie fait consensus et tout le petit monde scientifique est bien content. Mais c'était sans compter avec notre météorologue de Wechsner, il n'est pas convaincu par cette argumentation. Pour lui, il y a un truc qui pue, quelque chose qui ne va pas. Un truc qu'il connaît bien, la glace, les glaciers. Il existe des traces de glaciation de même âge de part et d'autre des continents. Or, les glaciers ne traversent pas les ponts. Pour lui, il est plus logique d'envisager que dans un lointain passé, les continents étaient reliés à un seul et unique supercontinent, réunissant toutes les terres, en grec ancien, Pangée. Aussi, lorsqu'il émit cette hypothèse, en 1912, au cours de ses conférences et autres articles, dire que ce fut mal reçu par la communauté scientifique serait un doux euphémisme. La levée de bouclier est si virulente qu'il est tel un hérétique, un paria mis au banc de la communauté scientifique et exclu de tous les colloques et autres réunions. Cela dit, si ces détracteurs étaient pléthores, certains ne seront pas totalement opposés à sa théorie, à l'image du géologue suisse Émile Argan, qui s'en inspirera quelques années plus tard, en 1924, dans son livre « La tectonique de l'Asie ». Un ouvrage dans lequel il expliquera la formation des Alpes et de l'Himalaya par l'affrontement. Oui, à cette époque-là, on ne parlait pas encore de collision. Par l'affrontement entre l'Eurasie et la Gondwanie. Quoi? La Gondwanie? Oui. Il faut dire qu'à cette époque, ils n'étaient pas encore fixés. Gondwanaland, Gondwanie, continent gondwanique, bref, le Gondwana. Revenons à notre persévérant Alfred. Bien que dépité, il ne se laisse pas abattre. Que nenni! Il se fait un devoir d'étoffer sa théorie, de la documenter de cartes et autres études complémentaires. En géophysique, géologique, paléontologique, biologique. Et en 1915, voilà que le bougre revient proposer sa version 2.0. L'origine des continents et des océans, sa version définitive. En 1915, en pleine guerre mondiale, et vu que notre bon Alfred est de nationalité allemande, ben ça l'aide pas vraiment. En plus d'être un huluberlu aux idées farfelues, c'est un casque à pointe. Encore plus fort, il n'est même pas géologue. Ses recherches sont certes crédibles. S'appuyant sur les travaux d'Eduard Suess, il explique que les masses continentales sont formées d'un matériau peu dense constitué principalement de silice et d'aluminium, le ciel. Le ciel flotterait sur le cima, un matériau plus dense, riche en silicium et en magnésium. Et à l'échelle des temps géologiques, ils peuvent se déplacer horizontalement sur des distances considérables. Mais rien n'y fait. Le réel problème auquel il est confronté, c'est qu'il ne sait expliquer le pourquoi de la chose. Il écrira « Il manque Newton pour résoudre l'énigme du mécanisme de la dérive ». D'accord, les continents se meuvent selon une certaine translation. Ok. Mais pourquoi? Comment? Quel est le moteur de ce phénomène? Et à cette question, il ne sait apporter de réponse. Et oui, au début du XXe siècle, on ne sait toujours pas de quoi est fait la planète. Lithosphère, asténosphère, manteau, noyau, tout cela nous reste encore bien inconnu. Cette fois-ci, l'Alfred, il en a par-dessus le casque. Il lâche l'affaire et retourne étudier, puis enseigner la météorologie. Suite à quoi, il repartira pour son dernier voyage sur ce continent gelé qu'il aimait tant, et d'où jamais il ne reviendra. Il faudra attendre encore bien des années pour que l'on comprenne enfin la structure interne de notre planète. Suite à quoi, en étudiant les fonds marins, vers la fin des années 60, début des années 70, la théorie de la tectonique des plaques verra le jour, démontrant que la Terre est divisée à un certain nombre de plaques rigides, océaniques et continentales. Des plaques alimentées en matière au niveau des dorsales océaniques, et qu'elles peuvent plonger l'une sous l'autre, subduction, se chevaucher l'une sur l'autre, obduction, ou encore coulisser l'une contre l'autre, les failles transformantes. Bien que la théorie de la dérive des continents de Wechsner ne soit pas synonyme de celle de la tectonique des plaques,
Dans son domaine, son importance est d'une certaine manière comparable à celle de la théorie de l'évolution de Darwin. Pour lui rendre hommage, un astéroïde de la ceinture principale découvert en 1992 porte son nom, l'astéroïde 29227 Wechsner. Vous vous rendez compte du cheminement pour arriver à la compréhension de la formation de la Terre? Tout ce chemin parcouru par tous ces chercheurs depuis Ortelius en 1570, chacun apportant sa pierre à l'édifice de la connaissance. À l'image d'une course, l'un après l'autre, ils se sont passés le relais du savoir durant des décennies pour aboutir aux écrits que l'on nous enseigne. Cela dit, la tectonique des plaques, bien qu'admise à ce jour, fait encore l'objet de débats sur certains points. Et l'aventure est loin d'être terminée. Ce travail de fourmi continue encore de nos jours aux quatre coins du monde par des chercheurs passionnés en quête de savoir. Il n'y a qu'à suivre les actus scientifiques pour s'en rendre compte. Si ça vous branche, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous verrez qu'il y a du nouveau très régulièrement, que ce soit en termes de géologie ou de paléontologie. Comme d'habitude, un énorme merci à tous ceux qui contribuent sur Tipeee ou Utip en regardant des vidéos. Merci pour votre soutien, vous êtes formidables. J'adresse aussi mes remerciements les plus sincères à Arnaud de la chaîne AstronoGeek pour son superbe coup de pouce. Ah oui, une dernière chose. Vous êtes nombreux à me demander comment faire pour suivre les épisodes traitant des périodes de façon chronologique. Alors ce que je vous conseille, c'est d'aller sur la page simplexpaleo.fr à la rubrique échelle géologique. Vous pourrez ainsi visualiser toute l'échelle des temps géologiques avec l'icône YouTube et ainsi pouvoir sélectionner les épisodes qui vous intéressent. Sachez par ailleurs que vous pouvez voir tous les épisodes en version écrite sur ce même site. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.